Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs pour ce 14e épisode de Never Stop Learning. J'accueille aujourd'hui Franck Janin, qui est le fondateur et le CIO d'AlgoSup, et je suis vraiment très heureux de l'accueillir. AlgoSup est une école supérieure d'enseignement 2.0 qui, comme vous le découvrirez tout au long de cet épisode, est particulièrement innovante. Bonjour Franck. Bonjour Gérard, je suis aussi ravi d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement le cheminement de vie qui t'a amené à créer une école supérieure qui, comme on va le voir, je crois qu'on peut le dire, brise complètement les codes classiques de l'éducation? Alors c'est le brièvement qui est compliqué, mais je vais je sais. Je suis pas du monde de l'éducation, j'ai fait des études, mais je viens du monde des logiciels. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que j'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans. J'ai fait des jeux vidéo pour pouvoir m'amuser avec l'ordinateur que j'avais et qui possédait aucun logiciel. J'ai créé mes propres jeux et puis progressivement, ils commençaient à ressembler à quelque chose, donc je les ai commercialisés et je me suis retrouvé à peu près par hasard au démarrage d'Ubisoft. Donc j'ai développé les premiers jeux d'Ubisoft. Ils ont pas mal grandi depuis. Après, j'ai fait des choses plus sérieuses, entre guillemets. J'ai fait de la propriété industrielle, des marques, des brevets pour LVMH. J'ai fait un logiciel de retouche d'image qui était concurrent de Photoshop. Voilà, des choses comme ça. J'ai créé un certain nombre de startups, je sais plus, 4 ou 5. J'étais au tout début aussi de Business Objects, qui est moins connu qu'Ubisoft, mais qui était la première société européenne à être cotée au Nasdaq. Le Nasdaq étant la bourse de technologie aux États-Unis. Puis en 2002, j'avais une entreprise qui gérait le problème des liens cassés sur Internet, enfin qui évitait les liens cassés sur Internet, qui était à moitié à Londres, à moitié à San Francisco, que j'ai vendu. Et je me suis dit, j'ai un peu de temps, un peu de moyens, on pourrait voyager. Donc avec ma femme, on est parti 2 ans. On a fait 6 mois en Australie, 6 mois en Inde, 6 mois en Amérique du Sud, 6 mois en Afrique. Et en fait, aux 3/4, on était à Quito, en Équateur, dans un cybercafé. Et on s'est dit, tiens, où est-ce qu'on va habiter après? On a hésité entre Sydney, Buenos Aires, Bombay, c'était intéressant. Pourquoi pas Bourges? Et en fait, on habite aujourd'hui dans la maison des arrière-grands-parents de ma femme qui est tombée en ruine. Et ce qu'on a fait, c'est que dans ce cybercafé à Quito, on a tapé le numéro de téléphone. On a été sur le site de France Télécom, on a tapé le numéro de téléphone. Il se trouve que ma belle-mère y allait de temps en temps en vacances. Il y avait quand même une ligne téléphonique. Et là, en 2002, ça a mis éligible à la DSL, donc le haut débit de l'époque. Et à ce jour, on comprend toujours pas pourquoi, mais on a vu ça comme un signe. Donc on a fini notre voyage, on a fait les 6 mois en Afrique, et puis on s'est installé là en décembre 2003, en se disant, de toute façon, on va repartir à la première occasion. Habiter à l'étranger, une fois que la maison sera à peu près retapée. Et puis, voilà, on est en 2021, on est toujours là parce qu'en fait, on se plaît. Tu es toujours là et du coup, c'est de là qu'est venu AlgoSup ou c'est encore un cheminement après? Il y a une combinaison de facteurs. Donc, moi, je viens du monde du logiciel. J'ai développé des logiciels pendant très longtemps, y compris en télétravail, bien avant le Covid, avant que ce soit à la mode, le télétravail, puisqu'en fait, quand je me suis installé dans le Berry, j'ai décidé de télétravailler, donc de développer des logiciels pour des entreprises qui étaient ailleurs. Et notamment à l'étranger. Et une fois j'ai compté, j'avais des clients dans 40 pays et j'en avais 3 en France et 0 en région centre. Donc il y a cette expérience du télétravail qui a joué dans la création d'AlgoSup, mais surtout le fait que il y a 4 ans, après l'élection de Trump et le Brexit, les projets à distance se sont arrêtés. Alors essentiellement parce que Trump avait refoulé à la frontière des gens qui avaient des visas en bonne et due forme. Mes clients américains disaient nous on veut bien travailler à distance, mais qu'avec des Américains, parce que s'il y a besoin de venir, ne serait-ce qu'une fois par mois, on veut pas de problème. Et puis les Anglais avec le Brexit, ils savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc il y a eu une période de flottement et je me suis dit tiens, je vais m'intéresser au tissu économique local que j'avoue par snobisme, j'avais jamais regardé. On m'avait dit il se passe rien et donc j'avais même pas regardé. Et j'ai découvert plein d'entreprises très intéressantes, éventuellement leaders dans leur domaine, très connues à l'international et pas forcément connues sur le territoire. Et je me suis dit il y a des choses qui se passent quand même ici. Et j'avais envie de recréer une entreprise et j'avais pas spécialement envie de réhabiter dans la Silicon Valley avec tous les inconvénients que ça présente. Donc pas forcément une entreprise de technologie pure, et j'avais cette idée d'école qui me trottait dans la tête depuis très longtemps parce que j'ai recruté une centaine de développeurs au cours de ma carrière et j'ai toujours été frustré de voir à quel point ils savaient peu de choses à la fin de leurs études. Et donc c'est comme ça qu'est né AlgoSup, en tout cas l'idée d'AlgoSup. Alors effectivement, on va arriver au cœur de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette école qui, moi, m'a vraiment beaucoup intéressé? On en a parlé dernièrement. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous en dire un peu plus sur cette école qui casse un peu les codes?
Alors c'est une école de développement logiciel, hein, on ne fait que ça. Par contre, à l'intérieur du développement logiciel, on forme vraiment des hyper généralistes. On veut surtout pas spécialiser les élèves trop tôt. On a un seul cursus, c'est un bac plus 5. On peut prendre les élèves à différents stades de leurs études, en post-bac pour 5 ans ou un peu plus tard pour un peu moins longtemps, mais globalement, on ne forme qu'un bac plus 5 architecte logiciel. Et l'idée, c'est de partir de la fin, c'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, un GAFAM, un Google, Apple, Microsoft, Amazon, etc., qu'est-ce qu'ils cherchent chez un développeur, quel type de profil ils recrutent. Donc, partant de ce point d'arrivée, on a construit une pédagogie qui est finalement assez différente de ce qui existe parce que on avait en ligne de mire ce résultat. Et donc, parmi les spécificités qui en découlent directement, il y a notamment le fait qu'on fasse tout en anglais. Donc voilà, l'anglais c'est non négociable, c'est la langue de l'informatique. On est en immersion totale. On prend des élèves qui ont un niveau d'anglais éventuellement débutant et on va doucement et on les accompagne. Et donc sur une semaine typique, on a 7 heures de cours d'anglais par groupe de niveau, mais on a surtout toutes les autres activités, donc le projet, les soft skills, on y reviendra, la théorie informatique, tout se fait en anglais dès le début. Et finalement, c'est beaucoup plus facile comme ça, parce que quand on est au lycée, qu'on est 30 par classe et qu'on a 2 heures d'anglais par semaine, ben à la fin de l'année, si on s'est bien ou mal débrouillé, je sais pas, on a parlé 15 minutes, quoi. C'est pas possible de faire comme ça, c'est pas possible d'esquiver. Donc toute l'énergie qu'on aurait mise dans l'évitement, ben on la met dans l'apprentissage de la langue. Donc voilà, l'anglais c'est un premier critère. C'était un des nombreux points qui m'a intéressé parce que c'est vraiment nécessaire, c'est même indispensable. Et tu m'as dit que, en gros, c'était pas un critère de sélection. Vous les accompagnez vraiment. Et ça, c'est déjà en soi innovant parce que souvent, dans plein d'écoles, des écoles de commerce, voire des écoles de développeurs, on demande à parler d'anglais et vraiment, ça devient un critère de sélection. Chez AlgoSup, c'est pas du tout ça. Bah, ça peut pas l'être parce que le niveau de l'anglais au lycée, il est catastrophique. Enfin, en France, on est vraiment pas doué. Donc, si on mettait ça comme critère de sélection, on perdrait plein de très bons candidats. Nous, on a des modes de sélection qui sont pas scolaires. On s'intéresse pas aux bulletins scolaires ou aux notes parce qu'on considère qu'il y a aucune matière scolaire qui se transpose très bien au développement logiciel. On a développé un jeu vidéo et c'est ce jeu vidéo qui nous sert d'outil de sélection. C'est un test de logique un peu déguisé, hein, mais voilà, les candidats élèves jouent à ce jeu et ensuite on voit avec eux ce qu'ils en ont compris, quelles stratégies ils ont développées, etc. Et puis surtout, on passe beaucoup de temps dans des entretiens de motivation, donc on les voit un par un, plusieurs fois, etc. C'est un processus qui est finalement, on donne une réponse rapide, mais le processus est assez long pour derrière vraiment sélectionner les candidats sur leur motivation intrinsèque, sur leur personnalité, leur envie, et puis évidemment leurs aptitudes à la programmation, mais qui se retrouvent pas dans des notes nécessairement. Il n'y a pas de système de notation, mais il y a un système où les étudiants vont gagner des points quand même. Comment vous procédez ? Effectivement, on a gamifié ou ludifié, si on veut éviter les anglicismes, c'est ça, l'apprentissage. Et donc, on a développé une application qui suit tous les progrès des élèves. Et on a ce système de points. Alors, ça pourrait ressembler à des notes, les points, mais c'est finalement très différent. La note, quand on a une mauvaise note, c'est assez stigmatisant. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est pas la note, c'est le commentaire qui va avec parce que c'est ça qui peut nous faire évoluer. Et souvent, le décalage entre l'examen et la note, il est tellement grand en temps que on n'en tire pas de bénéfices. Donc nous, on a un retour d'expérience qui est très rapide avec l'application, instantané si c'est corrigé automatiquement ou dans les 24 heures s'il y a une intervention humaine. Et puis on a ce système de points. Au bout de 50 000 points, on a son diplôme. Ça prend le temps que ça prend. Et une mauvaise note, c'est décourageant, alors que là, avec les points, on peut éventuellement rater une opportunité de gagner des points, mais on n'a jamais de mauvaise note puisque chaque point qui vient se rajouter nous rapproche du résultat final. Et ce qui veut dire donc que ça implique que les étudiants ne suivent pas forcément le même rythme et du coup il y en a qui vont être diplômés plus ou moins tard. Et je crois que tu m'avais dit lorsqu'on en a parlé ensemble que d'ailleurs vous accueillez ou vous pouvez accueillir des étudiants vraiment tout au long de l'année. Ça n'a aucune importance. Effectivement, le concept d'année scolaire, il est complètement désuet. Les grandes vacances, ça a été conçu à l'époque où il fallait des bras pour les moissons. Pour les champs. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour des raisons pédagogiques et c'est plus du tout d'actualité. Même les moissons demandent moins de main d'œuvre. Donc nous, on a une notion de parcours, c'est-à-dire qu'à travers l'application, on va choisir des chemins différents. À la fin, on aura vu en tout cas, on aura accès aux mêmes compétences, mais on peut le faire par des chemins différents. On a cette notion de défi dingue. L'élève se construit au cours de la première année un défi, un objectif très ambitieux pour les 5 ans, plus ou moins 5 ans, hein, puisque on a vu que le temps était différent d'un individu à l'autre, mais il se construit un objectif très ambitieux et nous, on va décréter des étapes, des points de passage et l'élève va aller recruter d'autres élèves pour travailler par petits groupes de 4-5 sur ces différentes étapes et à l'inverse, il va participer au défi dingue
ses camarades pour pouvoir à la fin obtenir quelque chose qui était inimaginable au début, enfin qui pensait tout à fait inatteignable et qui devient atteignable parce que on l'a découpé en étapes et on a ce parcours qui permet de se faire un circuit complètement à la carte, complètement individualisé. Je crois beaucoup dans l'individualisation de la formation. On n'apprend pas tous au même rythme, on n'apprend pas tous de la même façon, on n'est pas motivé par les mêmes choses. La motivation, c'est la clé. Et donc, en ayant son défi dingue, alors je donne des exemples. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, on en a qui font des exosquelettes, on en a qui font des constellations de drones, on en a qui inventent des langages de programmation, on en a, enfin voilà, j'en oublie, mais c'est des vrais défis dingues. C'est-à-dire que c'est des choses très ambitieuses, mais ils vont y arriver parce que on structure l'enseignement de telle sorte qu'ils vont y arriver, puis ils vont y arriver surtout parce qu'ils sont très motivés, parce que c'est des objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes. D'accord. Et du coup, je crois également que vous n'imposez vraiment aucun emploi du temps fixe au sein d'AlgoSup. Il va y avoir des conférences, comment vous structurez vos emplois du temps? Alors, on travaille sur il y a un auteur qui s'appelle Daniel H. Pink qui a écrit un bouquin qui s'appelle Drive. Il appelle ça la motivation 3.0. C'est-à-dire que, en gros, la motivation 1.0, c'est, faut pas se faire manger, faut trouver à manger et faut se reproduire. Donc, ça nous a servi pendant quelques centaines de milliers d'années, au bas mot. La motivation 2.0, c'est le taylorisme, c'est le travail, c'est pénible, donc faut une carotte et un bâton. Bon, voilà. Et la motivation 3.0, c'est la motivation intrinsèque, c'est on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et pour ça, il y a 3 critères. Il y a l'autonomie, il y a la maîtrise et puis le sens. On travaille sur l'autonomie, mais l'autonomie, ça s'acquiert. C'est-à-dire que nos élèves qui sortent du bac, ils sont pas suffisamment matures pour qu'on leur dise allez-y, les vacances c'est illimité, c'est quand vous voulez, autant que vous voulez. Les cours, vous venez pas, c'est pareil. Enfin voilà. Donc ce que tu décris, c'est pas tout à fait vrai dès le premier jour, mais c'est ce vers quoi on tend. Oui, d'accord. L'idée, c'est après, c'est eux qui gèrent leur rythme, c'est eux qui gèrent leur temps, c'est eux qui gèrent leurs efforts. Mais malgré tout, ça demande un accompagnement. Donc, il y a des échafaudages au début, et puis on enlève progressivement les échafaudages pour acquérir l'autonomie, quoi. On n'en a pas parlé, mais le profil type des étudiants, tu nous as dit que c'était des développeurs, mais vous les prenez après le bac, vous les prenez en bachelor, en équivalent M1, M2, c'est des professionnels, ça peut être qui? Il n'y a pas de profil type, c'est intéressant parce que entre eux, il y a une émulation et c'est intéressant. Enfin, nous, on tient beaucoup à avoir des profils très différents. Malgré tout, à 70%, c'est des bacheliers, donc ils ont 17-18 ans. On en a quelques-uns en reconversion ou quelques-uns qui ont on a 5 qui ont des bac+2, bac+3, donc qui vont aller plus vite vraisemblablement. Mais on essaye aussi de diversifier les bacs, les filières. Donc on a évidemment plutôt des scientifiques, mais on est très intéressé par des gens qui auraient fait des langues ou éventuellement des littéraires. On essaye de détecter chez le candidat des aptitudes, même si le candidat s'en rend pas compte. La programmation ou la création de logiciels, c'est pas du tout l'image qu'on se fait du geek boutonneux derrière son écran. Enfin, ça existe, mais ça existe parce qu'il y a une pénurie chronique et donc les entreprises sont prêtes à tolérer des comportements qui seraient pas acceptables autrement. Nous, on forme pas des geeks, on forme pas des gens qui savent pas communiquer. On a une journée par semaine qui est consacrée aux soft skills, donc toutes les autres matières, communication, écrite, orale, voilà, on fait des choses très très variées, du théâtre d'improvisation, on a fait de l'orthographe, on a fait du secourisme, on fait de la créativité, on fait de la gestion du temps, du travail en équipe, enfin voilà, tout le reste. Et donc à la fin, on veut des vrais communicants qui vont décloisonner, travailler avec des professions différentes, être capable de se mettre dans la tête du client ou de l'utilisateur, traduire les contraintes ou les concepts de la machine dans des mots qui sont pas du jargon et que l'utilisateur va pouvoir comprendre. Et en gros, le développeur, c'est un traducteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire le lien entre une expression de besoin en langage en anglais ou en langage humain, et puis des choses que la machine peut comprendre, et dans les deux sens, donc de traduire la demande de l'utilisateur dans un langage que la machine comprend, et traduire les contraintes, les limites de la machine dans un langage que l'utilisateur ou le client peut comprendre. Donc c'est un vrai métier de traducteur, et c'est pas pour rien qu'on parle de langage de programmation. Apprendre un langage de programmation, c'est pas très différent d'apprendre une langue étrangère. Plus on en apprend, et plus c'est facile d'en apprendre. Tout à fait. Alors, je crois que tu ne leur apprends pas spécialement les derniers langages, parce que tu considères, toi, que tu dois plutôt leur apprendre à apprendre, plutôt que de se concentrer sur finalement, ces derniers langages dont on sait tous qu'ils seront dépassés dans 2 ans, dans 3 ans, et qui deviendront peut-être d'ailleurs obsolètes. Alors effectivement, il y a plusieurs notions dans ce que tu dis. On se jette pas sur la nouveauté sous prétexte que c'est nouveau. Et il se trouve qu'on est dans une industrie très immature. Puisque depuis 1945, le premier ordinateur, le nombre de développeurs, donc les gens qui font des logiciels, il double tous les 5 ans.
Donc c'est exponentiel, il y en a jamais assez malgré tout. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'informatique, la moitié des développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. Ah oui. Donc on est dans une industrie où les gens expérimentés sont dilués en permanence et noyés dans la masse par un afflux massif de nouveaux arrivants. Et la conséquence de ça, c'est qu'on réinvente la roue en permanence et qu'on se jette sur la nouveauté parce qu'on croit que la nouveauté c'est mieux, alors que souvent la nouveauté a été créée par des gens qui ne savaient pas que ça avait déjà existé sous une autre forme avant. Donc on enseigne des langages très récents ou des technologies très récentes, mais parce qu'elles sont intéressantes. Je prends l'exemple du Go, qui est un langage de programmation inventé par Google en 2007 et rendu public en 2009. À l'échelle d'un langage de programmation, c'est extrêmement jeune. C'est un langage qui est encore pas très répandu et nous, on est persuadés que ça va devenir un langage important. Donc, on l'enseigne parce que c'est un langage qui va devenir important, mais pas parce qu'il est nouveau. Il se trouve qu'il est nouveau. Et puis, à l'opposé, on veut construire un socle solide et le socle, il est plus facile à construire avec des technologies à obsolescence lente. Et donc, souvent, c'est des choses qui ont été inventées dans les années 50, 60, 70 et pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé mieux malgré de la recherche active. Donc, on fait, par exemple, de l'assembleur. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font de l'assembleur. L'assembleur, c'est le langage, c'est juste un cran au-dessus des 0 et des 1. C'est vraiment le langage que la machine comprend et c'est le dialecte le plus proche du matériel. Mais on considère que c'est important quand on empile des couches d'abstraction de savoir ce qui se passe en dessous. Un pilote de Formule 1, il a des notions de mécanique. C'est pas lui qui répare, mais il faut qu'il puisse dialoguer avec des mécaniciens. Nous, c'est un peu pareil. On a beau, quand on fait du web, utiliser un empilement de logiciels qui ont été développés par d'autres. Le jour où ça marche pas ou le jour où on a un problème de performance qu'il faut regarder un cran en dessous, c'est important de comprendre le niveau d'abstraction qui est en dessous. Et quand on fait ça systématiquement, on finit par arriver au niveau du matériel, de la machine. Et quand on fait notamment des objets connectés, on a très peu de ressources, on est très proche du matériel et on a besoin de comprendre, d'avoir une compréhension intime de comment ça marche. Idem dans des satellites, quand il faut envoyer des ressources supplémentaires dans un satellite, ça coûte littéralement des milliards. Donc il vaut mieux travailler sur son code et faire encore en sorte que son code soit plus efficace. À la fin du parcours, quand l'étudiant a eu ses 50 000 points, est-ce que vous lui donnez un diplôme ? On lui donne pas, c'est l'étudiant qui l'a gagné. Oui, pardon. c'est une bonne remarque. mais oui, on a hésité à délivrer un diplôme parce que fondamentalement, dans une culture anglo-saxonne, dans un monde de logiciels, on est dans une méritocratie et le bout de papier, ça sert pas à grand chose. À côté de ça, on se rend compte que c'est un tabou complet en France, qu'on peut pas faire des études supérieures en France si c'est pas sanctionné à la fin par un diplôme. Donc on délivre, alors c'est un titre, je devrais pas dire diplôme, parce que diplôme c'est une exclusivité de l'éducation nationale. Nous on délivre un titre RNCP, donc Registre national des certifications professionnelles, qui s'appelle architecte logiciel et qui est un bac+5 reconnu par l'État. Si on n'avait pas la demande de la part des parents et des élèves, on s'en passerait bien parce que finalement ça nous rajoute des contraintes et ça n'apporte pas beaucoup de valeur à la formation en tant que telle. Mais oui, on est obligé de se conformer un minimum et de satisfaire les attentes des élèves et des parents de ce point de vue-là. D'accord. Ce qui est très pertinent, puisque actuellement, c'est vrai que le diplôme rassure, comme tu dis, à la fois l'étudiant, les parents et probablement le chef d'entreprise qui souhaite embaucher. Donc, malheureusement... Oui, c'est beaucoup vrai en France. C'est vrai, oui, je suis d'accord, je parle pour France, la France. Voilà. Je parle, il y a 4% des logiciels qui sont en France. Nous, on les forme au télétravail et on les forme en anglais. Et donc, ils ont accès à 96% des logiciels qui sont pas faits en France. Et dans ce contexte-là, un recruteur va pas les sélectionner sur leur CV, il va les sélectionner sur leur contribution à des projets open source. Un CV, on déclare ce qu'on sait faire et quand on contribue à un projet open source, on montre ce qu'on sait faire. Donc nous, on les fait travailler sur leur e-réputation dès le début. On leur fait venir un photographe qui fait des photos de profil pour leurs réseaux sociaux professionnels dès le premier jour. Ils créent un compte LinkedIn, etc. Stack Overflow pour ceux qui connaissent, qui sont des sites plus dédiés aux développeurs. Mais voilà, la e-réputation, ça fait partie des soft skills, des choses qu'on travaille dès le début, parce qu'on considère que sa présence, les traces qu'on va laisser sur Internet, c'est ça qui fera qu'un recruteur va nous trouver et va vouloir nous embaucher. Au-delà des projets, on fait 6 projets par an. Donc il y a ces défis dingues, mais dans les étapes intermédiaires, on fait des projets qui sont commandés par des entreprises. On n'a ni alternance ni stage, c'est ces projets en télétravail qui font office d'eux en quelque sorte. Et les entreprises qui nous commandent des projets, ils sont bien sûr intéressés par le développement du logiciel qu'on va produire, mais ils ont une arrière-pensée qui est de recruter les élèves ou de préempter un peu les élèves, sachant que dans ce monde-là, le recrutement c'est un cauchemar pour tous les employeurs et la pénurie elle est mondiale, chronique, elle ne fait que s'aggraver. Et quand il y a des crises comme la crise sanitaire, c'est encore pire parce que les entreprises qui s'en sortent bien, c'est les entreprises
maîtrise du numérique, soit celles qui fabriquent les outils, soit celles qui sont déjà très dématérialisées, très numérisées. C'est très vrai. On va parler, si tu en es d'accord, plus spécifiquement de l'enseignement, puisque là aussi, donc AlgoSup est innovant. J'ai cru comprendre que vous placiez les neurosciences au cœur du sujet. Tu peux nous éclairer, nous en dire un peu plus là-dessus ? En fait, on s'intéresse au fonctionnement du cerveau parce que c'est un peu bizarre de s'intéresser à l'apprentissage sans s'intéresser à la façon dont notre cerveau fonctionne. Je suis en phase. Et les neurosciences, alors donc on a tous un cerveau, ils sont tous à peu près faits de la même façon. Et il y a des choses qu'on reproduit dans l'enseignement de façon empirique par habitude qui vont clairement à l'encontre du fonctionnement du cerveau. Le cours magistral en est un, enfin voilà, oui. C'est pas une bonne façon d'apprendre. Et notamment, nous on s'appuie beaucoup sur la répétition espacée. Donc déjà on fait ce qu'on appelle parfois la classe inversée, on fait la pratique avant la théorie, puisque la théorie devient concrète quand elle répond à des questions qu'on s'est posées soi-même en butant sur des obstacles. Mais surtout, on fait de la répétition espacée. En fait, on voit bien que on oublie de plus en plus lentement. Et la meilleure façon de mémoriser quelque chose, et la mémorisation, c'est évidemment clé dans l'apprentissage, la meilleure façon de mémoriser, c'est qu'on vous représente l'information quand vous êtes sur le point de l'oublier. Donc, on va faire quelque chose une fois, et puis on va le refaire 3 semaines plus tard, et puis on va le refaire 9 semaines plus tard, etc. On va doubler, en gros, l'intervalle 5 fois, et au bout de 5 fois, ça s'oublie plus. Alors, quand on regarde ça en imagerie médicale, on voit l'information migrer du lobe préfrontal à l'arrière du cerveau progressivement. Et l'arrière du cerveau, c'est la mémoire des gestes. Et quand on dit le vélo, ça s'oublie pas, un truc qu'on a répété 5 fois de façon espacée, ça s'oublie pas non plus. On va avoir des programmes peut-être moins lourds, pour avoir le temps de répéter les choses, parce que si on appliquait ça au programme de l'éducation nationale, ils ont déjà pas le temps de le faire une fois, ils auraient clairement pas le temps de le faire 5 fois. Donc on va peut-être avoir des programmes moins denses, mais on va approfondir chaque sujet pour qu'à la fin ce soit réellement maîtrisé, quoi. Et cette répétition espacée, Franck, vous la faites toujours de la même façon ? Vous allez aussi utiliser la multimodalité ? En fait, on se sert de notre application là qui est centrale et qui suit le progrès des élèves, donc avec le système de points, etc., avec des défis de code ou des tâches pour l'apprentissage des langues. Et cette application, elle s'adapte à chaque utilisateur, hein. Donc on va évidemment avoir des délais qui sont différents d'un individu à l'autre. Et puis le numérique, c'est parfait pour individualiser l'enseignement, c'est-à-dire que là où on n'aurait pas pu, sans les outils numériques, on n'aurait pas pu avoir un enseignement vraiment à la carte. Là, on va pouvoir représenter l'information à chacun au moment où lui est sur le point lui ou elle est sur le point de l'oublier, et c'est là que c'est efficace puisque c'est adapté à chaque cycle d'apprentissage de l'élève, de l'utilisateur. Cette application, cet algorithme, c'est toi qui l'as développé? C'est algorithme, c'est quelque chose que vous avez fait spécifiquement pour AlgoSup? En fait, on a démarré ça un peu par hasard pendant le premier confinement, où on trouvait qu'avec les élèves à distance, je l'ai pas dit, mais on fait tout sur place, hein. On enseigne le télétravail, mais les profs sont sur place. Souvent, ils viennent de loin, hein, des États-Unis ou autres, mais les profs sont sur place, les élèves sont sur place. On fait tout sur place. On considère que pour bien apprendre le télétravail, il faut être dans la même pièce. C'est paradoxal, mais il reviendra peut-être. Et donc, pendant le premier confinement, nos élèves se sont retrouvés à distance et on trouvait qu'on avait moins de suivi, que c'était compliqué Alors, ça marchait très bien, hein, ils étaient bien équipés, on fournit tout le matériel, ils avaient tout ce qu'il faut pour faire de la visio à 9h le lundi matin, le premier lundi, tout le monde était connecté. Enfin, ça a très bien fonctionné, on n'a rien changé au contenu, mais on trouvait qu'ils étaient un peu plus loin de nous, hein, même au sens littéral. Et on a développé cette application pendant les vacances de Noël pour essayer de les rapprocher de l'enseignement par ce côté ludique. On sait qu'ils sont tous plus ou moins accros aux jeux vidéo. On a voulu les rapprocher un peu de ça. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait extrêmement bien au-delà de nos espérances. Et donc maintenant, on fait tout dans l'application. Et donc l'application nous sert, y compris évidemment, à mesurer le bon délai pour représenter l'information à chaque élève. Et voire même, on exploite l'information collective, c'est-à-dire que si vous apprenez à une certaine vitesse qui est comparable à celle d'un autre élève sur certains sujets, on peut se servir des données de l'autre élève pour faire des hypothèses sur le temps que vous allez mettre. Donc on a un peu comme des recommandations sur Amazon, quoi, hein. Le fait qu'on a un groupe d'élèves qui se sert de l'application, ça nous permet d'affiner, y compris individuellement pour chaque élève. Et donc oui, c'est développé en interne, c'est moi qui ai développé, mais ça c'est pas le logiciel, c'est notre savoir-faire. Donc il n'y a pas d'exploit, mais en tout cas, on n'aurait pas trouvé sur le marché des choses adaptées, puisque on part de la page blanche et on essaye de coller vraiment aux besoins, quoi. Je voulais revenir un peu sur la motivation. Je crois que chez AlgoSup, tu essayes beaucoup de jouer sur la motivation intrinsèque. C'est exact ?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette notion de parcours, de défi dingue, de faire les choses dans l'ordre qu'on a envie de les faire. Le diplôme ou les points, ça doit pas être un objectif en soi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour avoir des points. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent vraiment quel est l'objectif. Et à partir du moment où on fait quelque chose qu'on a décidé soi-même et qu'on a envie de faire, ça marche beaucoup mieux. Il y a des tas d'exemples sur le sujet. Je sais qu'en Suède, ils avaient essayé de rémunérer le don du sang et ils ont eu instantanément 2 fois moins de donneurs. Parce qu'en fait, ils sont partis d'une motivation intrinsèque, faire une bonne action, et ils l'ont transformée en transaction commerciale. Oui. Et du coup, ils ont perdu la moitié des donneurs. Donc, on voit bien la puissance de la motivation intrinsèque et que quand on met un objectif ou quand on met une carotte, on peut facilement détruire la motivation intrinsèque, éventuellement la remplacer par une autre motivation, mais qui est moins forte. Et donc, le fait que les élèves décident pour eux-mêmes et choisissent, et voilà, on les guide, on structure, mais ils sont là pour eux et pour apprendre. Enfin, on peut pas le faire à leur place et on peut pas les motiver à leur place, quoi. Je voulais revenir sur cette notion de motivation intrinsèque parce que ça me paraît vraiment très très important et paradoxalement c'est très peu utilisé, on va dire dans l'éducation, dans les diplômes supérieurs, etc. On le voit malheureusement très peu. On a surtout la culture du diplôme et finalement une vision assez négative de l'apprentissage et c'est tout le contraire que vous faites à AlgoSup et vraiment bravo pour ça. Le problème c'est qu'on oppose apprentissage et plaisir, c'est-à-dire que c'est comme le taylorisme de dire le travail c'est pénible, il faut contraindre les gens à le faire, de dire que l'apprentissage c'est pénible. Et si on donne une récompense, déjà on envoie les mauvais messages parce que si on donne une récompense, on induit l'idée que ça va être désagréable et que il faut une récompense pour compenser, quoi. Donc nous on est plutôt sur la notion de plaisir, d'effort. Le plaisir c'est pas antinomique avec l'effort. Apprendre ça demande un effort. Ça les neurosciences nous le montrent très très bien. Apprendre c'est recabler le cerveau. Recabler le cerveau ça consomme de l'énergie, ça demande des efforts. Et donc si on fait quelque chose facilement, c'est qu'on n'est plus en train d'apprendre. C'est qu'on maîtrise ce sujet-là et il est temps de passer à un autre sujet. Et ça l'application va le détecter et va orienter les élèves. Donc apprendre, ça demande forcément un effort, donc ça on le dit bien aux candidats dès le début. Mais faire un effort, ça veut pas dire ne pas prendre de plaisir, et au contraire. Enfin, on peut trouver du plaisir dans l'effort et dans l'apprentissage. C'est pas du masochisme. Enfin, les gens qui font du sport et ils finissent par, ça m'est jamais arrivé moi, mais il paraît que les gens qui font du sport jusqu'à un certain point, ils finissent par trouver du plaisir dans le sport, et qu'après quand ils arrêtent, ça leur manque. C'est les endorphines. Voilà, exactement, c'est les endorphines. Les gens qui font des triathlons ou des hypertrails ou voilà, forcément il y a de l'effort, mais plaisir et effort, ça peut aller avec. Et pour nous, l'apprentissage, ça doit être un plaisir. Je vais te poser une question, je pense avoir la réponse au vu de tout ce que tu m'as dit. Vous avez un programme spécifique qui se reproduit toutes les années ou vous fonctionnez différemment ? Alors dans les spécificités, on n'a pas parlé de nos enseignants, enfin ou de nos. Oui. Je voulais en dire là. En fait, on n'a pas de prof en tant que tel. C'est ça. Parce qu'effectivement, le risque d'un prof plein temps, salarié, etc., c'est de recycler le même cours d'une année sur l'autre. C'est tentant parce que un cours, ça demande beaucoup de travail, de préparation. En informatique, les choses se périment très très vite. Il y a des technos qui ont la durée de vie d'un pack de lait, donc ça sert à rien de ressortir des trucs tous les ans. Ils vont forcément être périmés. Et donc nous, nos intervenants, c'est que des professionnels du logiciel. Alors on essaie de les faire venir, de prendre les meilleurs mondiaux. Donc souvent ils travaillent chez Google, Amazon, Microsoft, ou d'autres grands éditeurs de logiciels. Souvent ils viennent de la Silicon Valley parce que c'est là que ça se passe. Alors en période Covid, je te cache pas que ça a été un peu compliqué. Oui, ça doit être. On s'en est pas trop mal sorti. On a fait un tout petit peu de visio, mais le minimum. Mais bon, ça risque d'être plus simple l'année prochaine. Et donc on a des intervenants qui viennent, qui sont plus des mentors en fait, qui font soit des mini-conférences et puis derrière qui ont un rôle de mentor, et qui viennent expliquer ce sur quoi ils ont travaillé la veille. Et donc c'est forcément très à jour, ils sont forcément très compétents sur le sujet, ils sont souvent passionnés, les élèves s'en rendent compte, la passion c'est assez communicatif. Et donc on va identifier les bons mentors par rapport aux bons défis dingues, et on va apparier les bonnes personnes pour que les élèves soient suivis par quelqu'un qui comprend ce qu'ils sont en train de faire et qui va les aider dans cette tâche. Ouais, c'est génial. Et j'ai cru comprendre aussi que tu avais mis en place une notion de formation continue. J'imagine que c'est la suite logique de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire comme ça bouge beaucoup, il faut que il y ait une constante formation continue. Et dans une école comme AlgoSup, tu y as pensé et c'est quelque chose que tu mets en place. Moi, ça m'a toujours sidéré qu'un pilote d'avion, s'il n'a pas volé pendant 1 an, on lui retire sa licence, et qu'un informaticien, s'il n'a pas ouvert un bouquin pendant 5 ans, on lui file les clés du système.
Tout à fait. C'est aussi grave, ça a les mêmes conséquences. On peut tuer des gens avec du logiciel, malheureusement, ça arrive. Et donc, il faut apprendre toute sa vie. En informatique, à la fin de sa carrière, on est à 98% autodidacte, parce que finalement, si on se repose sur ce qu'on a appris à l'école, on a un gros problème. Enfin, on s'en est rendu compte avant ça. Et donc, nous, l'idée, c'est de faire des piqûres de rappel. Donc, que les gens qui sont en poste après, on n'a qu'une promo pour l'instant, on est au tout début de l'aventure. Mais quand on aura des gens en poste dans 4-5 ans, l'idée, c'est qu'ils reviennent au moins 15 jours par an à l'école pour des petites piqûres de rappel, et sachant que 15 jours par an, ça peut suffire parce qu'on sait exactement où ils ont laissé l'école, où ils doivent être et ce qu'ils ont raté dans l'intervalle. Et donc, on peut, sur des périodes finalement très courtes, je trouve la métaphore de la piqûre de rappel est pas mal, parce que des fois, de juste répéter une fois de plus ou de retraiter certains sujets, ça permet de gagner beaucoup de temps et de se remettre à niveau comme s'ils étaient fraîchement diplômés, quoi. Donc l'idée, c'est qu'ils soient en permanence fraîchement diplômés, tout en accumulant de l'expérience. Le fait que ce soit une industrie très mature et très jeune, l'expérience, ça n'a pas de prix, c'est ultra important. Et puis l'enjeu d'après, c'est former les formateurs. C'est-à-dire que nous, on a aussi besoin de développeurs expérimentés pour venir donner des cours. Donc, s'il n'y a pas assez de développeurs, la pénurie de profs, entre guillemets, elle est encore bien pire, forcément. Il y a eu 100 profs d'université en informatique de formés aux États-Unis l'année dernière. C'est oui, d'accord. Voilà. Donc, on est sur cette idée d'apprendre toute sa vie, d'apprendre en continu, d'apprendre par soi-même, et puis d'y prendre du plaisir. C'est-à-dire que on est dans un monde où finalement le temps de travail va se réduire parce que les machines font de plus en plus de choses à notre place. Et donc après, on a le choix, c'est-à-dire soit on passe sa vie devant Netflix, soit on considère que l'apprentissage, c'est aussi un loisir et que pendant son temps libre, entre guillemets, on va apprendre à acquérir des nouvelles compétences. Donc nous, tout à fait. Je suis comme toi, je suis plutôt un adepte de la deuxième solution en ce qui me concerne, comme toi. Aussi, non, mais on peut regarder Netflix, mais pas autant que se former, surtout dans le monde dans lequel on vit. On va arriver à la fin de cet épisode. Je vais bien sûr te laisser le mot de la fin. Moi, ce que j'ai noté, c'est que pour AlgoSup, donc tu avais un énorme besoin de créer cette infrastructure parce que tu avais envie finalement de faire bouger toutes les choses qui étaient bien ancrées dans le domaine de l'éducation. J'ai retenu 3 choses de ce que tu m'as dit. J'ai l'impression que tu as fait ça et que tu as créé AlgoSup parce qu'il y avait un manque de formation terrain. Il fallait se reprocher de l'existant. On se spécialise trop vite actuellement sur des parcours trop courts. Il y a trop de maths et pas assez de programmation, tu me l'as dit. Il y avait une dimension dont tu n'as pas parlé, je vais te relaisser la parole tout de suite. Il y avait une dimension écologique, parce qu'il fallait penser aussi à l'empreinte carbone, essayer d'optimiser les ressources, tu vas nous en dire 2 mots. Et puis, l'une des motivations très fortes, c'est s'adapter à ce que vont rechercher les grands groupes de demain, parce qu'ils recherchent plein de qualités qu'ils ne trouvent pas forcément sur les ingénieurs de développement aujourd'hui. Est-ce que ça résume bien finalement AlgoSup ou il y a des choses que j'oublie ? Alors ça résume bien, mais ça me donne envie de développer un peu sur plein de sujets. Oui. Je vais essayer d'être bref. Sur l'aspect écologique, pendant longtemps, on achetait le matériel et jusqu'à 2004, je ne vais pas être trop technique, mais la fréquence du processeur augmentait, doublait tous les 18 mois. Oui. Donc en gros, en faisant rien, ça allait de plus en plus vite et voilà. La loi de Moore. Ça s'est arrêté en 2004 parce que les transistors devenaient trop petits, il y avait des phénomènes quantiques. Physique, ouais. Et donc il a fallu repenser un peu les programmes et on a eu des multicœurs, donc il a fallu répartir les programmes sur plusieurs processeurs. Et ça, c'est un peu comme travailler en équipe. C'est-à-dire travailler en équipe, ça peut être plus efficace, mais globalement, on passe plus de temps en communication que quand on est tout seul. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'achat du matériel, on est dans le cloud. Et donc le cloud, c'est comme l'électricité, on se branche, on consomme et on paye que ce qu'on a consommé. Sauf que, si on consomme 2 fois moins, on va payer 2 fois moins. Ce qui n'était pas vrai jusqu'à 2004, où de toute façon, la machine, elle était posée sur son bureau et quoi qu'on fasse, on l'avait payé le même prix et qu'on en utilise 3% ou 10% ou 50%, c'était pareil. Et donc, à l'époque, on a perdu l'habitude d'investir vraiment dans l'efficacité des programmes parce que ça coûtait trop cher, c'est-à-dire que ça coûtait du temps de développeur qui était rare déjà à l'époque et on n'y gagnait pas grand-chose parce que de toute façon la puissance de calcul elle était là, elle était perdue si on s'en servait pas. Oui. Aujourd'hui dans le cloud, on a une
dimension économique, hein, on va payer 2 fois moins si on consomme 2 fois moins de ressources. On a évidemment une dimension écologique parce que l'empreinte carbone, elle est directement proportionnelle à ça. Et puis de temps en temps, on a des environnements où il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que j'ai parlé des satellites tout à l'heure. Si on développe un logiciel pour un satellite, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et d'en envoyer plus, ça coûte des milliards. Donc il faut faire avec, quoi. Les objets connectés, c'est pareil. Les objets connectés, il faut que ça consomme très peu d'énergie pour que la batterie dure longtemps. Et donc ça redevient important de bien comprendre comment ça marche et bien optimiser. La deuxième partie de ta question sur qu'est-ce que recherchent les entreprises, le truc, c'est que il y a du logiciel absolument partout. C'est-à-dire que avant, les logiciels, moi quand j'ai commencé, les PC c'était une rareté. Et puis pendant des années, du logiciel, il y en a eu que sur les ordinateurs. Aujourd'hui, une voiture, c'est du logiciel, un aspirateur, c'est du logiciel, une montre, c'est du logiciel, l'éclairage, c'est du logiciel. Enfin, voilà, tout est du logiciel. Et au-delà de ça, la différence de qualité, elle se fait sur des fonctionnalités. Elle se fait pas sur les matériaux de construction ou sur la qualité de fabrication. Elle se fait sur l'usage. Et l'usage, c'est du logiciel. Donc, ça veut dire que la demande, elle est de plus en plus forte parce que dans tous les secteurs d'activité, il y a du logiciel et c'est le logiciel qui fait la différence. Donc, ce qui est passionnant dans cette filière, c'est qu'en fait, quand on choisit de faire du développement logiciel, on choisit pas en fait. On choisit de pouvoir tout faire. On choisit de pouvoir faire du logiciel et sauver des vies, faire du logiciel et faire de l'écologie, faire du logiciel et du sport, voilà. Il y en a absolument partout et donc la palette est immense et donc ça évite de se spécialiser trop tôt, de choisir trop tôt, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, avec cette compétence logicielle, on pourra évoluer dans une industrie différente. On arrive à la fin de cet épisode. Un très très grand merci Franck, parce que vraiment, en tous les cas, moi, si j'étais plus jeune, j'adorerais. Si je devais refaire mes études, vraiment, je pense que c'est chez AlgoSup que je les ferais. Moi aussi. Ça donne envie. Je suis un universitaire de formation et tout ce que tu as décrit, c'est tout ce que j'ai pas eu et que j'aurais rêvé d'avoir, vraiment. Et d'ailleurs, on aura un podcast avec un professeur de fac de droit prochainement et on verra malgré tout que l'université est aussi en train d'évoluer. Je voulais pas terminer en disant trop de mal de l'université. C'était un monde un peu et ça date un peu. Donc, il s'adapte. Donc, un grand merci à toi pour tout ce que nous a fait partager pour AlgoSup. Et je voulais dire également un grand merci à nos auditeurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux à suivre ces podcasts sur la formation digitale, mais pas que. On a beaucoup parlé de formation, on a parlé de digital, mais on n'a pas forcément parlé aujourd'hui de formation digitale, et c'est tant mieux parce que grâce à ce type de démarche et ces nouveaux enseignements, je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. Un grand merci pour ça, Franck. Merci à toi, j'étais ravi d'être là, c'était très intéressant. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.